Bonjour. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens dans la salle, je les vois, mais il paraît qu'il y a aussi des gens sur l'Internet, le cyberespace et les autoroutes de l'information, comme on disait il y a 30 ans. Je m'appelle Tristan Nito et je voudrais vous faire une présentation ce matin sur l'ETEC, Spiderman et le changement climatique. Alors le nom est compliqué, hein, le titre de cette présentation est compliqué ou du moins intriguant. C'est fait pour ça. J'espère que ça va bien se passer parce que la nuit a été courte. C'est la première fois que je fais une présentation avec un masque. Ça ne doit pas aider non plus pour la lecture des expressions faciales. Alors, qui suis-je? Donc, je l'ai déjà dit, je m'appelle Tristan Nito. Comme c'est le matin, on va commencer doucement. J'ai mis des grosses icônes pour que tout le monde capte bien. En fait, je suis surtout connu pour mon travail sur le projet Mozilla, ici représenté avec le logo de Firefox. J'ai passé effectivement 17 ans sur le projet Mozilla, à qui on doit Firefox, depuis ses tout débuts en 98 jusqu'en 2015. Et en 2015, au bout de 17 ans, j'ai réalisé qu'il me restait encore 17 ans avant la retraite et que du coup, j'allais faire autre chose, même si je suis toujours très très attaché au projet Mozilla. La perspective de faire 34 ans sur le même projet avait une perspective sclérosante. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai écrit un livre qui s'appelle Surveillance sur les libertés à l'heure du numérique. J'ai rejoint une start-up française, Cozy Cloud, qui fait du logiciel libre et un cloud personnel pour la protection des données personnelles. Ensuite, j'ai rejoint Quant, le moteur de recherche européen, respectueux de la vie privée de ses utilisateurs, qui, à l'époque, lançait des initiatives en logiciel libre. Et j'y suis resté 2 ans et j'ai fini comme directeur général et j'en suis parti en mars dernier. Dans le copieux temps libre que je n'ai pas, j'ai passé 3 ans à travailler pour le Conseil national du numérique en parallèle, donc une activité bénévole en plus, de 2013 à 2016. Je suis toujours au comité de prospective de la CNIL, où on réfléchit sur le futur du numérique. Et enfin, depuis 1 an, j'ai rejoint le tout nouveau comité national pilote d'éthique du numérique, qui réfléchit à quelle éthique on peut établir dans le numérique. Voilà pour moi. Et je vais vous parler maintenant de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'appelle Lawrence Lessig, surnommé aussi Larry Lessig. Larry est quelqu'un de particulièrement brillant. C'est un juriste de formation, ce qui est assez inattendu dans le numérique. Il a travaillé longtemps à la Cour suprême des États-Unis, où il était assistant de plusieurs juges successivement. C'est la plus haute instance américaine d'un point de vue juridique. C'est quelqu'un qui, historiquement, était plutôt de droite, n'ayons pas peur des mots, et qui s'est découvert, en réfléchissant, s'est découvert une vocation pour défendre le logiciel libre. Et en 1999, il a écrit un article dont je voudrais vous parler aujourd'hui qui s'appelle Code is Law. Cet article a eu beaucoup de retentissement à l'époque, il y a 21 ans déjà, au point qu'il en a fait un livre qui s'appelle Code and Other Laws of Cyberspace. Ensuite, il a écrit d'autres livres, il a inventé les Creative Commons, donc ces licences qui permettent de réutiliser, remixer, partager du contenu qui n'est pas du code, donc une version, on va dire, comme du logiciel libre, mais appliqué à du contenu créatif, artistique, donc des images, du texte, etc. Et il a aussi été candidat à la primaire démocrate américaine en 2016. Donc il aurait pu être président de la République à la place de ce monsieur qui vient d'avoir le Covid, pauvre petit vieux, il faudra le mettre à la retraite celui-là. Donc Code is Law a été traduit en français et j'ai mis l'adresse en bas.
Voilà pour la version française si vous avez envie de le lire. Alors que dit Code is Law? Code is Law, c'est premièrement le code, c'est la loi. Littéralement, le code informatique, c'est la loi. Alors, en américain, il y a un jeu de mots parce que code, c'est aussi une façon d'exprimer la loi ou le règlement. Donc le règlement, c'est la loi, ça sans blague. Là, c'est le code informatique, c'est la loi. En fait, ce qu'il dit là-dedans, Lessig, c'est que qu'au 19e siècle et au 20e siècle, les gens qui décident de ce que les autres ont le droit de faire dans leur vie quotidienne, c'est ce qu'il appelle lui des régulateurs. Hein. On utilise aussi ce mot en français de régulateur. On parle de l'ARCEP avec la 5G en ce moment. L'ARCEP, c'est le régulateur des télécoms. En français, on dirait plutôt le législateur. En fait, c'est celui qui écrit la loi. Et celui qui écrit la loi, en France, on élit des députés, des sénateurs. C'est eux qui fabriquent la loi. Ils sont censés nous représenter. Et donc la loi, elle est faite pour que nous, en tant que société, on édicte les règles qui régissent notre comportement. Ça, c'est le 19e et 20e siècle. Lessig dit, en 1999, mais évidemment, ça s'est révélé juste, et c'est toujours le cas aujourd'hui, 21 ans plus tard. C'est rare les articles sur le numérique qui, 21 ans plus tard, tiennent toujours la route. Il dit, le code informatique, c'est la loi au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on n'a pas supprimé les régulateurs du XXe siècle. Les députés, les sénateurs, ils sont toujours là. Mais les informaticiens, les gens qui écrivent le code, c'est eux qui décident de ce qu'on peut faire. Pourquoi ? En fait, aujourd'hui, et c'est encore plus vrai en 2020 qu'en 1999, tous les outils qu'on utilise, ou presque, il y a du logiciel dedans. Je suis venu de Paris avec une moto électrique, ce machin, et un ordinateur à roulette avec une grosse batterie dedans. Il y a plusieurs processeurs, il y a des mises à jour via Internet, etc. C'est un peu comme une Tesla à deux roues. Une Tesla ou une voiture électrique, c'est pareil. Mais de plus en plus, avec des objets connectés, etc., tous les outils, et là je vous parle du côté très concret, très trivial, mais aujourd'hui, tout votre smartphone, etc., qui vous est probablement indispensable à la plupart d'entre vous, c'est fondamentalement beaucoup de logiciels dedans. Et bien, il y a du matériel, c'est indéniable, mais sans le logiciel, le matériel ne sert à rien. Et en fait, celui qui écrit le logiciel, il décide de ce que vous pouvez faire ou pas faire. Par exemple, moi, j'utilise une application pour voir la météo, est-ce qu'il va pleuvoir et tout. Et bien, ce truc-là me met quasi systématiquement de la publicité dedans. Si j'avais le contrôle du logiciel, je pourrais enlever cette partie-là, cette partie publicitaire, mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que le type qui a écrit le logiciel, il a décidé qu'avant de me montrer la météo, il fallait que je voie une publicité. Le fait que Word ne sache pas exporter, par exemple, dans le format LibreOffice, c'est une décision du développeur ou de son patron de permettre ou d'interdire cette chose-là. Bref, les gens qui écrivent du logiciel aujourd'hui ont un impact énorme sur nos vies, sur ce qu'on peut faire ou pas faire avec les outils qu'on utilise. Et c'est en fait dans ce schéma de pensée que Lawrence Lessig est devenu défenseur du logiciel libre, puisqu'il dit, si vous avez accès au code source, vous pouvez modifier le code source et vous pouvez fabriquer votre propre loi qui régit l'utilisation de l'outil que vous avez. J'espère que ce n'est pas trop raide ce matin à 9h15, là. Bon. Attendez, parce que c'est pire après. Bon. Et il dit un deuxième truc dans Code is Law, il dit « Architecture is politics ». L'architecture du système d'information, puisque tout est logiciel, ou presque tous les outils contiennent du logiciel, les outils sont connectés entre eux, et donc forment un système d'information. Et cette architecture du système d'information, elle détermine comment le pouvoir est réparti au sein de la société. Ça veut dire que donc, je l'ai déjà dit, en fait, dans Code is Law, c'est le développeur qui fait la loi, qui décide de ce que peut faire l'outil numérique. Et deuxièmement, Architecture Politics, c'est l'architecte, donc toujours un tech, ou éventuellement son patron ou le chef produit,
qui décide comment on va organiser le système d'information. Je vais vous donner un exemple tout simple, une anecdote. Quelqu'un qui achète une porte de garage connectée. Le machin avec une télécommande, vous voyez, c'est comme un machin à télécommande, une porte de garage à télécommande, mais mieux, quoi. Plus, puisque connecté, donc c'est forcément mieux. Et puis, il galère au moment de l'installation, le truc marche pas bien, il est censé pouvoir la commander avec une app, enfin, vous voyez, genre de truc. Ça galère, et il fait une review sur Amazon, enfin, il met des notes sur Amazon et un commentaire, en disant que c'est vraiment de la merde, ça marche mal, etc. Mais cette andouille, un jour, il reçoit un mail, et sa porte arrête de marcher. Il reçoit un mail, c'est le patron de la boîte qui fabrique ces trucs connectés, et qui lui dit, écoutez, nous, des clients pénibles comme vous, on n'en a pas besoin. Donc votre porte, elle est bloquée à partir de maintenant, et on va envoyer quelqu'un la démonter, et vous allez vous démerder pour en trouver une autre mécanique, quoi. Là, en fait, on voit bien que le monsieur avec sa télécommande, même si elle est applicative, donc logicielle, etc., c'est pas lui qui décide si sa porte, elle marche ou pas, quand elle marche ou pas, etc. Il a zéro contrôle sur la chose. Pire, il a un tiers, le patron de la start-up qui fait les portes de garage, qui est capable de décider si la porte, elle s'ouvre ou pas à sa place, dans sa maison. Ça, c'est typique d'une problématique d'architecture du système d'information. Il y a un serveur distant qui contrôle sa porte. Et ce serveur, il fait tourner du logiciel. Et ce logiciel, eh bien, le propriétaire de la porte n'a pas accès à ce logiciel pour le modifier comme il le souhaite. Et donc, en fait, les gens, quand ils ont conçu ce système qui est juste une porte, hein, avec un moteur et une télécommande, ils ont décidé que l'intelligence était dans un serveur et que donc, là, ils avaient un point de contrôle sur la porte. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais en fait, il y en a plein. Quand vous utilisez, par exemple, Gmail, vous décidez, parce que Gmail est ainsi architecturé, Gmail, c'est du software as a service. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, vous n'avez rien en local. Vous avez un navigateur, éventuellement une application type l'application Gmail dans votre smartphone, mais elle ne contient rien. Éventuellement, elle a un cache pour garder les mails, les derniers mails accédés, mais tout est situé sur le serveur Gmail de Google. Le logiciel et les données. Et votre pouvoir là-dedans? Rien. Éventuellement de consulter, et si vous n'êtes pas d'accord, vous fermez votre compte. Ou ils le ferment pour vous. Il y a des gens qui sont retrouvés enfermés dehors de leur vie numérique parce que Facebook ou Google avaient fermé leur compte. Je peux vous assurer qu'il y a un moment un petit peu difficile, quoi. Et ça, c'est lié à l'architecture du système d'information. On a centralisé les systèmes d'information et donc l'individu n'a plus de pouvoir là-dessus. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste que la mode en ce moment, c'est le software as a service. Mais on n'est pas obligé. Moi, j'ai commencé l'informatique en 81. C'est simple, hein, mon ordinateur, il n'était pas connecté à Internet, le web, il n'existait pas. J'avais rien. Je tapais mes programmes, je les enregistrais sur une cassette, et mes données, elles étaient sur la cassette. Point barre. C'est-à-dire que j'avais contrôle complet de mon ordinateur et de mes données, et de mes programmes. Bon, l'inconvénient, c'est que ça ne faisait rien. Mais j'avais le contrôle. Non, mais il faut comprendre le trade-off, hein. Mais j'avais le contrôle. Aujourd'hui, vous utilisez du software as a service, vous n'avez plus vos données, vous n'avez pas le logiciel, vous avez zéro contrôle. Ça, c'est ça cette problématique d'architecture. Et en allant, c'est donc ce que dit Lessig dans Codizlo et Architecture is Politics, en décidant de centraliser, enfin de faire une architecture d'une certaine manière, on décide si le contrôle il est chez l'utilisateur ou il est chez le fournisseur de l'application. Donc en fait, vous, en tant qu'individu, en tant que tech, que vous soyez architecte, que vous soyez développeur, vous êtes les régulateurs du XXIe siècle. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Vous avez ainsi beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que vous ne le pensiez. En fait, vous êtes les monsieur ou madame Jourdain de la régulation.
Vous faites de la régulation sans le savoir. Vous imposez, même pas méchamment, hein, mais vous imposez votre façon de penser à l'utilisateur. Alors vous me direz, ouais, mais mon patron, il ne me laisse pas trop imposer. Mon patron, il veut que j'impose ses idées à l'utilisateur. Ouais, mais vous avez le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même la chance, dans l'Europe, ou du moins dans l'Occident, au XXIe siècle, que nous, les techs, on est capable d'aller voir notre patron, et s'il nous demande de faire des trucs qui ne nous arrangent pas, eh ben, on peut l'envoyer bouler. Le marché de l'emploi est tel qu'on peut dire, mais ce que vous nous demandez de faire là, c'est pas éthique, c'est nul, c'est scandaleux, c'est médiocre, c'est crétin, enfin, vous trouvez toutes les excuses que vous voulez. Soit ça change, soit je me barre. Et ça marche. Je vais vous montrer un exemple. Le marché de l'emploi est favorable aux tech. Un exemple d'un monsieur que je connais, que vous connaissez peut-être aussi dans vos relations, sur Twitter. Cette personne, donc, il s'appelle Tim. Et j'ai caché le nom parce que tout ça c'est public, mais bon, si jamais il décide de retirer les tweets, voilà, j'ai caché son nom, mais j'ai fait les screenshots récemment. Le 31 juillet, il dit, voilà, j'ai décidé de quitter ma boîte. Voilà. J'étais ingénieur développeur front. Donc 31 juillet, il a démissionné, et donc il est parti en vacances. Un peu plus tard, le 25 septembre, il fait, c'est génial, j'ai eu ma première proposition de job. Super boîte, bonne valeur, bonne culture, super produit, super intéressant, des challenges techniques géniaux, machin. Enfin bon, il est totalement au taquet. 29 septembre, oh génial, j'ai une deuxième boîte qui me propose un autre job génial. Oh, c'est excellent, extraordinaire, blablabla. Bon, alors maintenant, 29 septembre, il est temps pour moi de faire un choix entre les deux. Ça va pas être facile, je reviens vers vous dans quelques jours. Et 2 jours plus tard, il fait, voilà, voici un tableau. Alors en fait, il a caché, il a fait un tableau comparatif entre les deux boîtes. Il leur a posé les mêmes questions à toutes les deux. Et il tient, il tient un compte des réponses des boîtes à ces questions. Et en bas, on ne le voit pas bien, mais une des deux boîtes vient lui dire « Jira est notre système de tracking des tâches ». Il fait « Ah, cette société vient de perdre 2 points ». Donc voilà, donc en fait, quasiment en temps réel, si vous voulez, il compare les deux boîtes et il prendra celle qui est la plus sympa à la fin. Ça, c'est la démonstration que effectivement, en tant que développeur, en tant que tech, on a le pouvoir vis-à-vis de l'employeur. C'est assez éclatant. Je dirais, on peut décider où on va bosser. Alors ça, c'était pour la partie bonne nouvelle. Hein. Vous avez le pouvoir et vous pouvez aller bosser où vous voulez. Après, ça se corse un peu. Donc vous avez le pouvoir de réguler le monde et je vous assure, c'est pas cool. Parce qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Alors on dit souvent que c'est Spider-Man qui a dit ça. Alors c'est pas tout à fait vrai hein, pour un vieux lecteur de Spider-Man comme moi, parce qu'il a mon âge, hein, il est à 2 doigts de la retraite le mec. Hein. Spider-Man, c'est pas lui qui a dit ça, c'est son oncle Ben, pour ceux qui suivent, hein, c'est son vieil oncle qui lui a expliqué ça. Parce qu'à l'époque, il était jeune et con, il ne savait pas. Hein. Et donc son oncle lui dit, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Alors en fait, l'oncle Ben, je fais une petite interlude, l'oncle Ben, il avait quand même pompé l'histoire dans un décret de la Révolution française en 1793. Donc il lisait beaucoup, et en français, l'oncle Ben, hein, voilà. Alors pas celui qui fait du riz, hein, c'est l'autre, voilà, celui de Spider-Man. Les représentants du peuple doivent envisager qu'une grande responsabilité est la suite inséparable d'un grand pouvoir. Voilà, c'était notre parenthèse historique, hein, vous pouvez vous rendormir. Non, surtout pas. Deuxième interlude, je vais vous parler de Upton Sinclair. Upton Sinclair est un politicien et un écrivain du XXe siècle, un Américain. Et il a écrit «
il est difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Ça, ce truc devrait être marqué en lettres d'or sur tous les bâtiments. Parce que moi, j'ai une longue période d'évangéliste, etc., essayer de convaincre les gens de tas de choses. Et en fait, c'est vrai que quand ils sont payés pour ne pas le comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre. Bon. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, déjà, en tant qu'informaticien, ce que je vais vous dire ensuite n'est pas facile à entendre. Et en tant que Toulousain, pour ceux qui sont dans la salle et peut-être certains qui sont en ligne, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on le sait, à Toulouse, depuis, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vieille chanson de Claude Nougaro, 1967, il chantait « À Blagnac, les avions sont plus beaux ». Bon, ça n'a pas changé, à Blagnac, il y a toujours plein d'avions, et donc c'est assez difficile d'entendre certaines choses. Donc, pour ceux qui sont informaticiens et toulousains, c'est un peu la double peine. Souvenez-vous 2 fois plus fort d'Upton Sinclair, avec le fait que quand je vais vous dire des choses, vous aurez du mal à les entendre, parce que vous êtes payé pour ne pas les entendre. Donc vous voilà prévenu. Voilà. Donc la deuxième vague du Covid-19 nous arrive sur le coin de la figure. Là, on voit la ville en bas qui dit « Lave-toi les mains et porte un masque et tout ira bien ». Alors j'espère que vous avez lavé les mains. Je vois qu'on a tous un masque dans la salle. Bon, la deuxième vague du Covid-19, elles sont très très fort là quand même. Derrière, la récession, je ne sais pas, mais le PIB en France, il s'est contracté de 8% sur 2020. Donc ça ne va pas être facile. Et derrière, on a la vague du changement climatique, qui est, à mon avis, bien plus importante que le Covid, et la récession qui va accompagner le Covid. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le climat et le changement climatique, c'est quelque chose qui va nous impacter tous, et c'est très important. Et je pense que la politique de l'autruche par rapport à ça n'est pas une bonne politique. C'est comme le Covid, vous avez qu'à demander aux Marseillais qui ne portaient pas de masque cet été. À un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait une certaine réalité des choses qui n'était pas forcément facile à vivre, juste parce qu'ils avaient refusé de voir qu'il y avait des mesures à prendre. Et maintenant, ils se retrouvent avec des bars fermés. Et ça, pour un Marseillais, je peux vous assurer que c'est très, très difficile. Enfin, je veux dire, même pour un Français en général, mais pour un Marseillais encore un petit peu plus. Donc, c'est pareil pour le changement climatique. Le truc est en train d'arriver. Soit on a compris comment ça fonctionnait et on manœuvre pour limiter la casse et s'aventurer, naviguer dans les eaux tumultueuses que ça va créer. Soit on fait comme si ça n'existait pas, et c'est la solution pour l'instant utilisée par la plupart des gens. Et le moment où ça va arriver, ça va être compliqué. Seulement, comprendre le changement climatique et ses implications, c'est d'une complexité inouïe. Moi, ça fait plusieurs années que j'y travaille. J'ai commencé à travailler le sujet. Je m'étais déjà beaucoup documenté avant, j'avais écrit des articles dessus et tout. Mais il y a 2 ans et 1 mois, quand Nicolas Hulot a donné sa démission, ça a été comme un électrochoc pour moi et je me suis plongé dans la lecture. J'ai lu énormément de choses, écouté beaucoup de conférences, j'ai suivi des cours en ligne, etc. Et franchement, c'est pas simple. Et puis j'ai découvert ensuite un truc qui s'appelle la fresque du climat, qui est vraiment pour moi une révélation. La fresque du climat, c'est un atelier participatif, ludique, qui dure 3 heures. Ils disent 2 à 3, mais dans la vérité, à mon avis, c'est plutôt 3 heures. La fresque du climat, ça se fait partout, ça peut se faire en ligne, ça peut se faire chez vous, vous pouvez le faire en entreprise, vous pouvez le faire avec des amis, vous pouvez le faire à l'école, à la fac. En fait, on comprend comment les activités humaines ont un impact sur le changement climatique et comment, à son tour, le changement climatique, il y a plein de mécanismes différents qui sont économiques, chimiques, liés à l'agriculture, liés à la météorologie, etc., comment ça a à son tour un impact sur la vie humaine. Et c'est franchement, en 3 heures, ça vaut quasiment les 2 ans que je viens de passer à lire des choses sur ce sujet. Donc c'est formidable de pouvoir avoir cette formation accélérée sur le sujet.
Donc je vous encourage vivement, je ne touche rien, c'est une association qui fait ça, les animateurs sont souvent bénévoles, enfin bon, c'est pas, je ne suis pas en train de gagner de l'argent, on va vous vendre des trucs là. Hein. Bon, mais comme on n'a pas fait la fresque du climat, je vais vous faire le changement climatique en 3 slides. C'est pour ça que la nuit a été un peu courte, parce que c'est compliqué de résumer 2 ans de travail en 3 slides. J'ai fait ça hier soir. Donc voilà. Bon, premièrement, c'est une réalité, ça se mesure. Vous voyez, ça, en gris, enfin, ce qu'on voit comme courbe, en gris et en noir, c'est la température, l'évolution de la température depuis 2020 ans. Donc de l'an 0 à 2019. On n'a pas encore les températures de 2020, on n'a pas fini encore, mais on est bien parti pour que ça monte encore plus haut. Hein. Normalement, 2020 est parti pour être l'année encore plus chaude que 2019. Donc vous voyez, ça monte, là, et 1900, voilà, en gros, c'est là où ça monte. En 1850, c'est le début de la révolution industrielle, et ça fait donc 150 ans qu'on a cette croissance exponentielle. Avec là, en 1800, l'invention de la machine à vapeur, qui a été le début des emmerdes en fait, puisque après on a inventé le moteur à explosion, enfin combustion interne, et puis ensuite on s'est mis à cramer tout le pétrole qu'on trouvait. Et ça donc, augmentation des rejets de CO2. Et donc en fait, quand on brûle du pétrole, ou des hydrocarbures en général, ça libère du CO2, ce CO2 s'accumule et il fait un effet de serre. Donc vous voyez, les rayons du soleil arrivent sur la planète, ils pourraient repartir, rebondir, mais il y a cette couche de CO2 autour qui fait que l'énergie est conservée sur la planète, comme une serre. Vous êtes déjà allé dans une serre, vous êtes dans un champ, il fait froid, vous rentrez dans une serre, tout d'un coup, il fait chaud. C'est l'effet de serre. Pourquoi ? Parce que la chaleur passe à travers les murs de la serre, mais elle ne peut pas ressortir. Et donc, elle s'accumule à l'intérieur de la serre. C'est exactement ce qui se passe sur la planète. Et donc, qui provoque cette augmentation de température qu'on a pu voir sur le schéma. Donc, il faut arrêter de rejeter plus de carbone que le système ne peut en accepter. Donc, il faut réduire notre réduction de rejet de CO2. Et en fait, ça fait 30 ans qu'on aurait dû le faire. Mais 30 ans qu'on ne le fait pas. Du coup, si on avait commencé, vous voyez, en 2000, eh bien, on aurait pour arriver à une neutralité carbone à peu près en 2050, eh bien, ça serait descendu tout seul et ça aurait été facile. Seulement, comme depuis 2000, on continue à augmenter les rejets de carbone. Et depuis 2000, c'est oui, mais non, vous en faites pas, etc. On va s'y coller, on a compris le changement climatique, mais en fait, on continue à augmenter et de façon affolante, hein, quand même, ça monte bien raide. Et évidemment, plus ça monte raide, plus il faut descendre vite pour arriver à cette neutralité en 2100. Donc plus on attend, plus c'est compliqué. Ça, c'est la trajectoire qu'il faudrait avoir, c'est la possibilité des différentes trajectoires qu'il faudrait avoir si on veut rester à 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne du globe. Autrement dit, c'est loupé ça. C'est mort. 1,5 degré, c'est ce qu'il faudrait si on voulait avoir une planète qui ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est à 1,2 degré d'augmentation depuis 1850. Si on voulait arriver à 1,5 et avoir une vie, un truc habitable, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est loupé. On a loupé le coche. C'est mort. On ne va jamais redescendre ça. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que jusqu'en 2030, il faut faire 7,6% de réduction de nos émissions de CO2. Il faut un Covid par an, tous les ans, pendant 10 ans. Un effet sur l'économie du Covid, vous voyez ? On a perdu 8% de PIB en 2020, à peu près en prévisionnel. Ben, il faut qu'en 2021, paf, un autre Covid, ou l'équivalent, pour avoir là encore une réduction de l'économie. Et encore, 10 années de suite. Alors,
Déjà, c'est chaud une année, mais 10 d'affilée, c'est infaisable. Donc c'est mort. Donc en fait, on va partir sur plutôt 2 degrés. Si on se débrouille bien, on va aller sur une augmentation de la température de 2 degrés. Et 2 degrés, c'est compliqué. Parce que là, les changements, ils sont réels. On le voit, par exemple, avec la sécheresse que ça implique. Sécheresse en Californie, en Sibérie, en Australie, au Brésil, en Afrique. Des feux géants. On les voit plus en Californie parce que y a beaucoup d'argent là-bas et qu'on se sent proche d'eux, etc. Mais en Australie, ça a été monstrueux. En Sibérie, on s'en fout, c'est loin, c'est les Russes. De toute façon, la Sibérie, il n'y a rien. Mais c'est une catastrophe en Sibérie aussi. En Afrique, bon, ils ne sont pas solvables, on s'en fout un peu. Enfin bon, malheureusement. Le Brésil, ah ouais, l'Amazonie, ouais. Bon. Mais si, aussi. Donc, en fait, on est parti sur une trajectoire à 2 degrés si on se bouge vraiment les fesses maintenant. Sinon, si on laisse faire, eh ben, c'est plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Et là, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas du tout envie de ça. Qu'est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Levez la main. Ok. L'autre jour, j'entendais le responsable d'une association sur le climat qui expliquait qu'il y avait énormément de chances que vos enfants ne meurent pas d'une mort naturelle si on est sur une trajectoire à 4 degrés. C'est-à-dire migration massive, parce qu'en fait, on va se retrouver avec des zones où pendant plusieurs semaines, il va faire plus de 52 degrés. Les gens, ils ne vont pas rester chez eux. De toute façon, à 52 degrés, ils peuvent pas rester chez eux. Soit ils meurent, soit ils migrent. Ceux qui ont réussi à passer une année, la deuxième année où ça se recommence, ils arrivent. Vous avez vu comme c'est compliqué d'accueillir quelques malheureux milliers de migrants en Europe, qu'est-ce que ça va être quand ils vont débarquer à 10 millions, 100 millions? Et encore 100 millions, c'est pas beaucoup, hein, on est 7 milliards. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait que un tout petit peu qui bougerait. Donc ça sera forcément très compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est simple. L'empreinte carbone, c'est-à-dire ce que vous rejetez en tant que Français, enfin un Français moyen, rejette entre 11 et 12 tonnes de carbone par an. D'accord? Pour arriver à une trajectoire où on n'augmente la température que de 2 degrés, il faut diviser ça par 6. Et laissez-moi vous expliquer que c'est un peu chaud, si j'ose dire. Parce que ça veut dire qu'il faut consommer en gros 6 fois moins. Le carbone, il vient du fait qu'on consomme, qu'on se déplace, qu'on prend l'avion, qu'on va en vacances je ne sais où, qu'on achète un SUV, qu'on mange de la viande. Tout ça, c'est des choses cool. Hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ai été fan de côte de bœuf. J'ai déjà fait des week-ends en Afrique du Sud. Et j'ai jamais eu de SUV, mais parce que je préfère les grosses motos. Mais bon, vous voyez, je veux dire, je plaide coupable comme tout le monde. Hein. Et c'est ça le problème, c'est que c'est le modèle qui nous est donné. Aujourd'hui, un mec qui a un SUV, c'est un mec qui a réussi. Dans l'imaginaire. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, pour chaque véhicule vendu en France, il y a 2000 € de marketing qui sont investis par véhicule. Chez Peugeot, c'est 2400. Donc pas étonnant qu'on ait envie de rouler en 2008, en 3008 ou en 5008. C'est une super bagnole, hein, by the way. Une cochonnerie pour la planète. Mais franchement, on monte dedans, on se sent quelqu'un, quoi. Comme un assassin d'enfant, en gros. Voilà. Donc, par où on agit, par où on commence? D'abord, on va calculer son propre impact carbone. Il y a un outil, hein, ecolab.adem.fr/impact carbone, où vous pouvez calculer votre impact carbone. Combien vous rejetez de carbone? Alors moi, j'ai fait l'exercice. Hein, donc en moyenne, c'est 11-12 pour un Français. L'objectif, c'est 2 tonnes. Et moi, je fais 6 tonnes.
parce que je mange plus de bœuf. Je roule peu en véhicule à moteur à combustion interne. Comme je vous le disais, je suis venu en moto électrique pour ne pas prendre l'avion. Et Paris-Toulouse à moto électrique, je peux vous assurer que ça m'a pris 2 jours et demi. Et donc, voilà comment je dépense. Donc, la bouffe, en fait, c'est là où c'est le plus. Après, la voiture, enfin, et les transports. Je roule à vélo, sinon, à Paris. 1,3 tonnes, ça, c'est les services de l'État qui consomment. Parce qu'en tant que citoyen, bah oui, j'ai toutes les collectivités territoriales qui travaillent pour moi, les infrastructures, etc. Ça, c'est pareil pour tous les Français. Le chauffage de ma maison, ma consommation, les 2 derniers. Voilà. C'est mes achats en fait et ensuite l'électronique. Donc vous voyez, le numérique, c'est 90 kg de CO2 par an, ce qui est pas énorme à côté de la nourriture. Mais ça, déjà à 6 tonnes, je suis 2 fois moins que le français moyen. Je suis très fier de moi. Et j'ai raté l'objectif d'un facteur 3, hein, donc c'est un peu compliqué. Alors le numérique dans tout ça, parce qu'on est quand même venu pour ça, juste pour vous donner une idée, en 2018, il y a 15 milliards de terminaux numériques, donc qui évidemment coûtent de l'énergie à produire, et en 2025, il y en aura 65 milliards. Alors la bonne nouvelle pour nous, les techs, c'est qu'il y a un marché en pleine expansion. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un marché en pleine expansion. Voilà. C'est-à-dire 4,3 fois plus en quelques années. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais d'Upton Sinclair. C'est que là, on est complètement coincé en tant que tech à se dire « Ouais, c'est génial, le marché, ça, la croissance, je vais avoir un job, je vais avoir une belle carrière, etc. » C'est vrai, mais au dépend d'un virage qu'il faut que la planète prenne. Enfin, les planètes, les habitants de la planète. La planète, elle survivra. Après, on va peut-être finir comme les dinosaures, quoi, hein, c'est tout. Le numérique, ça consomme 4,4% de l'énergie primaire. Comprendre l'énergie. Et en 2025, ça va monter à 6%. Chouette, de la croissance. Sauf que ce n'est pas une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle économiquement, et c'est là qu'on voit en fait qu'il y a cette problématique que notre envie de croissance qui est inculquée, enfin je veux dire, moi j'étais patron de start-up, je sais ce que c'est, comme disait Sarkozy, la croissance je vais la chercher avec les dents, quoi. Oui, en fait c'est la mort que je vais chercher avec les dents, mais pas pour moi, ça tombe bien, moi je suis vieux, hein. Mais pour les générations suivantes ça va être plus compliqué. Et le numérique produit donc 4,2% des gaz à effet de serre, donc 3 fois plus que la France à l'échelle de la planète. Mais il faut dire que la France est plutôt un bon élève parce qu'on a plein de nucléaire. Donc on est plutôt moins consommateur, enfin moins producteur de CO2 que des pays comme l'Allemagne qui nous ressemblent en taille et en niveau de développement, grâce au nucléaire. Bon, là aussi, hein, ça remet en cause plein de réflexions. Ah ben, le nucléaire, c'est une saloperie. Évidemment que c'est une saloperie, le nucléaire. Sauf que quand même, c'est peut-être le machin qui va nous aider à prendre le virage. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut remettre en cause. Alors, en entreprise, face au problème, qu'est-ce qu'on fait, hein, revenons, parce qu'on est là quand même là pour ça. Le principe, c'est qu'on ne peut changer que ce qu'on mesure. Si vous ne mesurez pas, vous ne savez pas si vous faites des progrès ou pas. Vous ne savez pas quelle partie du domaine il faut changer en priorité. Donc il faut analyser. Il faut faire un audit. Donc il y a des organisations qui font ce genre de choses. Alors sachez que, par exemple, un audit RSE, responsabilité sociale des entreprises, sociétale des entreprises, est obligatoire pour toutes les grosses entreprises, plus de 100 millions de CA et de 500 employés. Donc ils savent déjà faire ça. Il y a déjà, et ça c'est la bonne nouvelle, il y a un marché des prestataires qui vous aident à faire ce genre de choses. Et il y a des gens, j'en parlerai un peu après, dont le métier est de travailler sur ces sujets-là. Mais en gros, c'est
dans mon activité, et en particulier au niveau du numérique, où est-ce que je produis du CO2? Où est-ce que je consomme de l'énergie? Comment est-ce que je peux... C'est où les grosses masses? Et où est-ce que je peux faire de l'optimisation? Parce qu'on a quand même pris des mauvaises habitudes. Ça, par exemple, c'est... en 98, vous aviez Windows 98 et Office 97. Et tout en bas à gauche, c'était consommation mémoire, enfin, configuration mémoire minimale et configuration processeur minimale. Et aujourd'hui, vous avez Office 2019 sur Windows 10, et donc vous avez un facteur 60 sur le CPU, donc il faut un CPU 60 fois plus puissant, et 171 fois plus de RAM qu'avant. Et on fait toujours les mêmes documents Word. Hein. C'est quand même flippant. Hein. Alors c'est bien la loi de Moore, tout ça, mais la loi de Moore, c'est elle. Alors elle aussi, ça a été super excitant. Hein. Moi j'ai fait une carrière dans le numérique avec la loi de Moore qui turbinait à fond, c'est du bonheur. Ah mais t'emmerdes pas à optimiser, l'année prochaine il y a des processeurs qui seraient 2 fois plus puissants, et puis ça va faire marcher le commerce. Et les gens ils rachetaient une machine qui marchait très très bien, hein, parce qu'un processeur ça s'use très très peu, vous avez sûrement remarqué. Hein. Les ordinateurs, on peut les garer 10, 15 ans, techniquement, si on voulait. Mais bon, on les changeait tous les 3 ans, tous les 2 ans si c'était des portables, tous les 3 ans. Alors peut-être qu'il y a des gens plus raisonnables à côté qui les changent tous les 5 ans. Mais en fait, on jette des tas d'ordinateurs qui marchent très bien parce qu'il y a un genre d'obsolescence programmée via le logiciel. Et tout ça pour écrire donc les mêmes documents Word. On ne les écrit pas 171 fois plus vite, ou ils ne sont pas 60 fois plus complexes. Alors, ils sont peut-être 60 fois plus lourds en mémoire, je vous l'accorde, ou sur disque. Mais fondamentalement, c'est toujours le même genre de travail qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les régulateurs, les rois du monde? Au niveau de notre métier, par exemple, j'ai mis juste un exemple, hein, mais pour illustrer, et on peut penser à l'éco-conception. Là, je vous ai mis un livre de quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle Frédéric Bordage, qui est à l'origine d'un site qui s'appelle greenit.fr, qui est une des références sur le sujet dans le numérique. Donc, qui est comment est-ce qu'on fait pour concevoir ici un site web, mais en fait des produits numériques qui sont éco-conçus, qui consomment moins. Et en gros, ce qu'il dit, c'est l'optimisation a posteriori, ça rapporte peu. Par contre, en phase amont, réfléchir à qu'est-ce que je veux faire avec mon outil, un usage simplifié, frugal et tout, qui prend peu de temps, et ben c'est ça qui fait que mon outil y rejette moins de CO2 à la fin. Donc, c'est mal barré pour votre existant, mais pour les prochains projets, là, il y a vraiment une grosse opportunité de réduire les rejets de CO2. Au niveau de l'industrie, donc au niveau un peu méta, pour réfléchir, non pas en tant qu'individu, je suis en train d'écrire du code ou je suis en train de faire un produit, mais comment peut évoluer l'industrie. Toujours le même, Fred Bordage, il a fait sobriété numérique, qui est, alors pareil, hein, je ne suis pas actionnaire de son éditeur non plus, c'est juste parce que j'ai vraiment adoré le bouquin. Comment est-ce qu'on fait pour agir et aider à prendre ce virage? Alors, en fait, l'enjeu, il est important. Aujourd'hui, face à ce virage que la planète entière doit prendre, il faut choisir notre bord. Est-ce qu'on veut faire partie du problème ou est-ce qu'on veut faire partie de la solution? Parce que le numérique a un potentiel énorme pour faire partie de la solution. Le GIEC, le groupement intergouvernemental pour l'étude du climat, donc les gens qui expliquent, qui ont analysé le climat depuis 20 ans,
le GIEC, il fait tourner tout ça sur des ordinateurs. Sans ordinateur, le GIEC, il serait les mains dans les poches, quoi. Donc, le numérique, ça peut être formidable. Ça peut être aussi le numérique, très basiquement, et on l'a vu pendant le confinement, un outil formidable pour le télétravail. Hein, et donc, réduire nos déplacements entre le domicile et le travail. Et donc, réduire significativement les émissions de CO2. Parce que, l'air de rien, le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est les transports. En fait, le poste numéro 1 d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est pour ça que j'ai parfois là-dedans un peu dur sur l'industrie aéronautique, c'est les transports. Aéronautique et automobile, hein, parce qu'en fait, c'est les deux. Si on arrêtait de prendre l'avion et la bagnole, en fait, on aurait déjà fait un gros progrès. Enfin, un gros progrès. Comme il faut diviser par 6, quand vous réduisez de 20%, vous avez l'impression que vous avez fait un gros effort. Il vous reste encore un max à parcourir. Mais déjà, en fait, l'aviation et l'automobile, c'est des gros problèmes. Ensuite, c'est l'alimentation. Bref, voilà. Mais je crois que j'ai terminé. Et on a, j'espère, on a un peu de temps pour les questions-réponses. 3 minutes pour les questions-réponses. Je ne sais pas en fait dans tous ces calculs qui sont faits si les calculs d'impact prennent vraiment en compte l'impact délocalisé importé. Parce que en fait, par exemple en France, si on prend en compte, suivant si on calcule si un Français uniquement la production faite en France, effectivement un Français consomme peu en CO2. Par contre, si on considère tout ce qui est importé, tous les produits manufacturiers importés de Chine, etc., c'est beaucoup plus impactant. Et même les panneaux photovoltaïques qui sont très bien par ailleurs, ils sont actuellement aujourd'hui, tels que leur mode de production, très coûteux. Alors, en fait, il va falloir que je répète votre question pour les gens qui sont en ligne. Donc, je vois où vous voulez en venir. Et j'avais une question sur les emails. On dit beaucoup que les emails, par exemple, sont très impactants, ou les recherches par Internet impactantes en termes de CO2. Je voulais savoir si c'était si réel que ça. Enfin... D'accord. Donc, si vous voulez, je vais adresser 2 points, votre remarque initiale et ensuite votre question. La remarque initiale, c'est est-ce que le calcul de l'empreinte carbone tient compte des produits importés, parce qu'évidemment, on produit de moins en moins en France, donc on produit de moins en moins de CO2 aussi en France, mais du coup on délègue ça en Chine, où effectivement tout tourne, hein, enfin, nous on tourne au nucléaire, eux ils tournent au charbon, hein, ce qui est évidemment environ 100 fois pire, hein, littéralement. Oui, l'empreinte carbone tient compte de l'importation, enfin, du CO2 généré à distance dans les biens qui sont importés. Ce qui en fait un calcul compliqué, hein, mais oui, on en tient compte. Donc voilà. C'est aussi pour ça que ça serait bien de relocaliser en France, déjà pour créer des emplois et produire des choses de façon beaucoup moins carbonée que quand c'est produit en Chine. Deuxièmement, votre question était les mails, la recherche dans un moteur de recherche, est-ce que ça consomme beaucoup? Oui, oui, c'est vrai. Hein, on dit par exemple qu'une recherche Google, c'est suffisamment d'énergie pour faire bouillir un bol d'eau, pour faire un thé. Et donc, c'est pas négligeable. On en fait des recherches dans les moteurs de recherche, et donc c'est de la vraie énergie, quoi. C'est pas rien. Et on en fait tous plein, et tous, donc des millions de Français, enfin des millions d'Occidentaux, des centaines de millions d'Occidentaux, et à chaque fois,
On fait bouillir des bouilloires, enfin, on fait bouillir des piscines entières, finalement. Donc oui, ça consomme, mais par rapport au reste, pas grand-chose. Cela dit, moi, j'ai travaillé longtemps pour un navigateur et ensuite pour un moteur de recherche. Donc en fait, moi, je n'utilise un moteur de recherche que quand c'est nécessaire. Sinon, mon navigateur, j'utilise l'autocomplétion du navigateur, qui est un travail en local. Donc lui, il a mémorisé les pages que j'ai visitées. Et tout à l'heure, j'étais sur mon navigateur. Je voulais vérifier l'adresse ici. J'ai commencé à taper Mêlée. Et il s'est souvenu du site mêlénumérique.com. Ça l'a affiché, j'ai cliqué dessus, je suis allé sur le site. Je n'ai pas fait une recherche dans un moteur de recherche. J'ai commencé à regarder en local. Et la plupart des gens n'ont absolument pas cette idée. C'est normal, hein, on ne leur a jamais vraiment expliqué, c'est trop compliqué pour eux, ils n'ont pas été vraiment formellement formés au numérique, etc. Mais je pense que, je n'ai pas calculé, mais c'est de l'ordre de 100 fois moins d'énergie dépensée quand je fais un truc en local dans une bête base de données locale dans mon navigateur, plutôt que d'aller envoyer la recherche dans un moteur de recherche distant qui fait un énorme calcul avec des centaines ou des milliers de serveurs et qui me renvoie le résultat. Mais cela dit, c'est rien à côté du reste. Aujourd'hui, une des grosses façons de faire des économies, c'est de faire durer votre smartphone. Votre smartphone, il consomme très peu, évidemment, hein, puisqu'on a une problématique de batterie, etc. Donc les systèmes sont hyper optimisés. Et 90% de l'énergie consommée par votre smartphone, c'est au moment de sa fabrication. Et 10% dans ses recharges au quotidien. Donc vous pouvez vous dire, je vais éteindre mon smartphone cette nuit, je vais économiser de la batterie. Oui, c'est vrai. Et donc de l'énergie. Mais finalement, vous vous attaquez au mauvais problème. Votre problème, c'est de faire durer votre téléphone. Alors ça, c'est un iPhone acheté d'occasion qui a 4 ans. Et j'espère bien qu'il va tenir jusqu'à 5 ans. Vous voyez, j'ai changé une fois la batterie. Et ça, c'est le truc le plus important que je peux faire avec mon smartphone, c'est le faire durer. Donc, c'est très compliqué de reconnaître ce genre de choses. Enfin, ça demande du travail, de se documenter, etc. Et ce n'est pas forcément intuitif. Et donc, les emails, oui, éviter de stocker des tas de conneries sur Gmail. Oui, mais c'est un peu les 80-20, quoi. Enfin, là, vous êtes un peu en train de taper dans les 20% d'économie, alors qu'il faudrait taper dans les 80. On n'a plus le temps. Et alors, elle a l'air sympathique comme ça, mais ça rigole pas. Hein. Bon, voilà, je vous remercie de votre attention et désolé pour les mauvaises nouvelles. Bonne journée à vous.